Retour donc sur le grand 3, la dernière partie du cours sur les limites de la connaissance, le problème du statut des vérités scientifiques. Alors, reprenons. Oui, donc je vous disais, il y a une crise de la vérité scientifique moderne qui est liée au fait que voilà, la science moderne nous a habitués à renoncer complètement à l'idée d'une vérité définitive. Bon, alors on va un peu essayer de discuter cette opinion et d'infléchir un peu ce constat tellement désespérant au fond, après tout. Je veux dire. But de la science, c'est quand même, enfin l'acte de naissance de la science, si on considère que voilà, la pensée de Descartes est quand même l'acte d'apparition, de formation de la science moderne. C'est quand même l'idée qu'on puisse échapper au doute, quoi, qu'on puisse un petit peu trouver un roc ferme, un roc solide, comme écrit Descartes, sur lequel fonder nos conceptions de la vie, du monde, etc. Tout cela semble donc en fait abandonné avec la vision d'une vérité scientifique qui changerait de façon régulière et qui nous ferait abandonner tout ce que l'on pouvait croire de plus vrai. Alors, c'est vrai que la science, souvent, encourage aujourd'hui le relativisme, ce qui est quand même un paradoxe, enfin, limite de l'absurde, quasiment, de considérer que la science alimente le relativisme. Ça devrait être le contraire. Enfin, je veux dire, la science devrait au contraire être le remède contre le relativisme. Et on s'aperçoit que souvent, c'est le contraire qui arrive. Alors, dans le petit 2, je voudrais ici avancer, préciser un peu ce concept d'une vérité scientifique qui changerait tout le temps, avec ici quelques notions empruntées à Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, un autre grand penseur des sciences du XXe siècle, qui est américain lui aussi, qui est vraiment je pense très fortement influencé par Popper. Modèle révolutionnaire de la science. Thomas Kuhn a écrit un bouquin qui s'appelle La structure des révolutions scientifiques et il estime dans ce livre que voilà, la structure de la science n'avance pas de manière continue. Je veux dire, en accumulant des connaissances les unes après les autres, comme ça, comme un progrès qui avancerait toujours dans le même sens, de façon indéfinie, par petits pas. Non, mais selon lui, en fait, la science obéit à une structure révolutionnaire, c'est-à-dire qu'en fait, la science avance par bonds successifs et même par révolution, donc qui consiste à détruire en fait ce que l'on avait auparavant établi. Donc en fait, si vous voulez, c'est un petit peu une amplification du thème popperien de la réfutabilité. Et alors l'exemple absolument cardinal pour Kuhn, et qui sert d'ailleurs de fil conducteur, de fil rouge pour son analyse dans son livre La structure de la révolution scientifique, c'est Copernic. Bon, c'est-à-dire, autrement dit, le fait que, si vous voulez, la science moderne est née quand on a commencé à envisager les choses totalement à l'envers. Alors Copernic, petit rappel, Copernic est un chanoine, un ecclésiastique polonais, catholique, et en 1543, l'année de sa mort, il fait paraître son livre qui s'appelle De la révolution des orbes célestes. Je répète, de la révolution des orbes célestes, c'est-à-dire en fait donc son livre dans lequel il explique que alors les orbes célestes, ce sont les circuits, les orbites, les trajectoires célestes, les trajectoires des planètes. Bon, et donc dans cet ouvrage, il explique que finalement, on a toujours considéré que la Terre était un astre immobile au centre de l'univers, autour duquel tournaient à la fois le Soleil, la Lune et les planètes, donc ayant tous et toutes le même centre de rotation. Enfin, d'ailleurs, c'est simple, en fait, la Lune et le Soleil sont des planètes dans le système grec géocentrique, sont des planètes au même titre que les autres planètes. Mais la Terre n'est pas une planète, puisque justement la Terre ne se promène pas. Bon, et alors,
Il explique qu'au lieu de considérer les choses ainsi, il serait beaucoup plus simple pour les calculs calendriques, c'est-à-dire pour former des calendriers, savoir quand est-ce que l'année arrive à son terme. Vous savez, c'est très compliqué, on a mis très longtemps à savoir combien de jours comptait une année exactement. Hein. Et donc, il serait beaucoup plus simple, en fait, pour les calculs, d'envisager les choses tout à fait autrement. Donc, de considérer non pas que la Terre est un astre immobile, mais que la Terre elle-même est en mouvement autour du Soleil, hein, et que les planètes sont en mouvement non pas autour de la Terre, mais autour du Soleil, faisant exception pour la Lune, donc qui ne tournerait pas autour du Soleil, mais qui tournerait autour de la Terre, hein, ce qui, aux yeux de l'astronomie grecque, est une aberration complète. On expliquera ça dans les prochaines vidéos. Hein. Je vous parlerai un peu plus précisément du système géocentrique, qui est très intéressant, complètement faux, mais qui est très très intéressant et très cohérent, en fait, extrêmement cohérent. Bon, alors ça, c'est typiquement un changement de paradigme. Changement de paradigme. Alors, petite précision, ce terme changement de paradigme, c'est vraiment une expression typique de la pensée de T.S. Kuhn, enfin Thomas Kuhn. Les changements de paradigme. Un paradigme, c'est en fait, c'est un mot grec qui veut dire exemple en fait, mais bon, il faut connaître ce sens, dans ce mot, pardon, dans son sens moderne, hein, qui est un usage dans les sciences, dans la philosophie des sciences. C'est un modèle explicatif en fait. Un paradigme, c'est une façon de se représenter l'univers qui est très conceptualisé avec un sens très précis. Et donc les sciences avancent par changement de paradigme, c'est-à-dire quand en fait on passe d'une modélisation de l'univers à une modélisation totalement différente. Voilà, c'est ça ce qui s'est passé à l'époque de Copernic, enfin plus exactement en fait ce qui s'est passé à l'époque de Galilée, quand Galilée a apporté des preuves de l'hypothèse de Copernic. Pour Copernic, c'était encore qu'une pure hypothèse, mais il a, dans son hypothèse, totalement renversé en fait la façon de considérer les choses. Et alors pour Thomas Kuhn, j'en reviens donc à Thomas Kuhn, le philosophe des sciences du XXe siècle. Pour Thomas Kuhn, c'est vraiment le modèle de la démarche scientifique, c'est-à-dire le renversement complet des conceptions, le renversement complet des points de repère. Bon. Alors. La question devient est-ce que les sciences avancent véritablement ainsi c'est-à-dire par changement de modèle révolutionnaire et radicaux, hein. Eh bien, je crois que c'est bon, même si cette théorie peut avoir quelque chose de séduisant, on ne peut pas réduire l'histoire des sciences à cela. Et ici, je vais vous faire alors, il y a quelques réserves qui sont émises en fait par Thomas Kuhn lui-même, et puis aussi d'autres par des épistémologues de la même époque, hein, des philosophes de son temps, qui tempèrent un peu cette vision révolutionnaire dans laquelle voilà les sciences se périment et on renouvelle tout et puis on repart à zéro. Bon, en fait, c'est pas comme ça que les choses se passent. C'est-à-dire que en fait, les théories scientifiques les expérimentations scientifiques, si elles devaient à chaque fois qu'elles donnent tort à une théorie, à un modèle, si elles devaient à chaque fois réfuter ce modèle et l'anéantir, les sciences en fait n'avanceraient jamais. C'est-à-dire que en fait les expérimentations scientifiques n'ont pas simplement pour rôle de donner tort ou de donner une corroboration, disons, très temporaire, très transitoire à des modèles, à des paradigmes, à des théories, hein, mais en fait les expérimentations scientifiques produisent en fait des tas d'anomalies et le rôle du savant, c'est pas en fait de passer les théories à la guillotine à chaque fois qu'une expérience leur donne tort, mais souvent au contraire, le rôle du savant, c'est d'expliquer l'anomalie et de faire rentrer l'anomalie dans la normalité de la théorie. C'est-à-dire que en fait, les sciences n'avanceraient jamais si à chaque fois qu'une expérience contraire se produisait, on devait donner tort au modèle scientifique, car finalement, les contre-exemples ou les contre-preuves données par l'expérience, doivent souvent être réinterprétés
pour expliquer comment elles sont possibles sans devoir pour autant sacrifier le paradigme, sans devoir pour autant sacrifier le modèle étudié. Hein. C'est-à-dire que, en fait, c'est normal qu'il y ait des anomalies, c'est parfaitement normal qu'il y ait des expériences qui semblent donner tort, mais en fait, l'effort scientifique consiste justement à expliquer, à intégrer ces anomalies en disant, en fait, c'est normal si l'expérience semble donner tort. Hein. Et en fait, aucune théorie ne pourrait aboutir ou aller très très loin si à chaque fois que se présentait une anomalie, on devait lui donner tort et décréter bon, que c'est fini, on n'en parle plus de ce modèle, il est bon à jeter, etc. Et donc là, c'est Thomas Kuhn lui-même qui fait cette remarque à Popper, c'est que les théories scientifiques, les expériences ne donnent pas tort aux théories scientifiques. Hein, on ne réfute pas comme ça aussi facilement une théorie scientifique. Hein, et moi, j'ajouterais encore autre chose, c'est que en fait, si on examine, alors c'est une objection légèrement différente, si on examine l'histoire des sciences, en fait, le rythme de l'histoire des sciences ne consiste pas, en fait, à chaque fois à bazarder les vieux modèles comme ça pour repartir complètement à zéro. En fait, bon, comme je disais tout à l'heure, par l'instant, les expériences nouvelles apportent des précisions nouvelles hein, qui permettent donc d'affiner les théories, de les complexifier, d'entrer dans des contre-exemples, d'entrer dans des exceptions qui confirment les règles, etc. Hein. Mais en plus de cela, si on examine en fait, enfin, je veux dire, le cas copernicien est vraiment finalement très à part. C'est peut-être pas le modèle du rythme de développement de la science, c'est plutôt l'acte fondateur par lequel on est entré dans une époque scientifique. Mais ce n'est pas, comment dire, une discontinuité à l'intérieur d'une continuité scientifique. Hein, c'est plutôt un acte fondateur, c'est ce qui est très différent. Hein, et en fait, les théories scientifiques, si on examine par exemple le destin de la théorie newtonienne, bon, comment dire, il serait exagéré de dire que, par exemple, Einstein a prouvé que Newton avait tort. C'est tout à fait faux. Enfin, je veux dire, c'est pas la table rase, quoi. Einstein n'a pas rayé d'un trait de plume ce qu'avait établi Newton, mais simplement, ce que montre la théorie de la relativité générale, c'est que l'attraction universelle de Newton est vraie dans certaines conditions, pas dans l'absolu, mais dans certaines conditions. Alors, c'est un petit peu ça, passer de l'absolu au relatif. La théorie newtonienne, en fait, on l'avait cru absolument vrai dans tous les cas. On avait vraiment cru que c'était le principe universel, hein, l'attraction universelle, qui expliquerait tous les phénomènes de la nature. Et en fait, ce que la science a montré, c'est que en fait, ce que l'on croyait une théorie absolue, une théorie universelle, était en fait une théorie locale, une théorie qui avait un sens régional, une validité régionale, c'est-à-dire dans certaines conditions, mais qu'en fait, on pouvait trouver d'autres conditions dans lesquelles la théorie newtonienne ne marchait plus. Hein. Et c'est comme ça qu'avancent les sciences, c'est-à-dire en fait par intégration successive de couches de plus en plus vastes. C'est-à-dire qu'en fait, le rythme d'avancement des sciences, le modèle de progrès des sciences, c'est pas forcément la révolution où on coupe la tête en fait aux prédécesseurs, hein, mais en fait l'avancée normale des sciences consiste plutôt à intégrer des principes de plus en plus généraux. Et en fait, fatalement, on est amené à réduire la validité de ce qui précédait, à le circonstancier davantage. C'est-à-dire, on a cru que tel principe était vrai universellement, mais en fait, il n'est pas vrai universellement. Mais ça ne veut pas dire qu'il soit faux non plus. Ça veut dire simplement qu'il conserve sa validité dans un registre donné, dans un domaine donné, hein, et qu'on va trouver en fait un principe qui sera plus vrai, au-dessus, hein, mais ce qui ne veut pas dire que ce principe sera à son tour la vérité métaphysique absolue. On l'intégrera, le moment venu, peut-être à une théorie plus vaste encore, dans laquelle on trouvera, à la lumière de laquelle on trouvera que le principe précédent était en fait seulement local, seulement régional. Bon, donc vous voyez, en fait, les sciences n'éliminent pas, les sciences conservent, hein, les sciences conservent
en précisant le degré de validité ou les circonstances dans lesquelles une théorie est valide, hein, non pas dans l'absolu, mais dans des circonstances, sous des circonstances données. Voilà. Donc plutôt un modèle de théorie gigogne plutôt que de... Oui. Oh, bravo. Super. Tu peux fermer s'il te plaît. Bon. Donc oui, un modèle de théorie gigogne plutôt que de révolution, enfin voilà, plutôt que la guillotine quoi. Loupé gigogne plutôt que la guillotine. Bon, pour terminer, du coup, ce sera un peu la conclusion, le petit 3, le statut des vérités scientifiques. Bon, alors, est-ce que l'on a le droit de conclure que la science aujourd'hui conduit au relativisme? Alors, on a souvent cette impression, je l'ai dit. Néanmoins, ce serait une conclusion exagérée, c'est-à-dire que, en fait, les vérités scientifiques ne deviennent pas fausses. Voilà, c'est ça en fait le point auquel je voulais venir. On a souvent tendance à voir dans l'exemple des sciences et en particulier dans l'exemple de l'analyse que propose Popper des vérités scientifiques, on a souvent tendance à dire bon bah en fait voilà, la vérité scientifique peut devenir fausse. Bon. Et je crois que c'est une absurdité complète de dire ça. Bon alors c'est une absurdité qui conduit au relativisme, hein, et je crois que c'est profondément faux. Enfin même Popper ne dit absolument pas cela. Hein. Alors je vais vous lire un passage très significatif, très clair de son livre Logique de la découverte scientifique qu'il a publié, si je me trompe pas, en 1900, oui, si je me trompe, en 1959 pour la première fois, Logique de la découverte scientifique. Bon, à la toute fin, dans son bouquin, je crois que c'est le dernier paragraphe hein, de son livre. Page 281. Oui, après c'est des notes. Il fait le point en fait sur l'usage des mots vrai et faux. Hein. Et donc là, il rappelle des choses qui sont très fondamentale. Il n'est pas habituel de dire d'un énoncé qu'il était parfaitement vrai hier, mais qui est devenu faux aujourd'hui. Si hier nous estimions vrai un énoncé que nous estimons faux aujourd'hui, nous supposons implicitement aujourd'hui que nous étions trompés hier et que l'énoncé était faux hier soir, intemporellement faux, mais que par erreur, nous l'avions pris pour vrai. Voilà. C'est-à-dire que même du point de vue de Popper, même si on est fermement popperien, on n'a pas le droit de dire que la vérité devient fausse. La vérité scientifique ne devient pas fausse, mais simplement elle progresse. Alors ici, je voudrais substituer à cette idée d'une vérité scientifique qui deviendrait fausse, hein, c'est une contradiction complète dans les termes, et je voudrais substituer en fait l'idée kantienne d'un horizon, d'un idéal régulateur. C'est-à-dire que un idéal régulateur ou un horizon, quand vous marchez vers l'horizon, vous savez bien que vous n'atteindrez pas l'horizon, mais n'empêche que c'est quand même la perspective de cet horizon qui fait que vous avancez. Et cela correspond à la notion kantienne un peu d'idéal régulateur, c'est-à-dire que la vérité scientifique absolue n'est peut-être pas quelque chose vérité absolue n'est peut-être pas quelque chose qu'on va trouver dans cette vie. Enfin bon, une vérité, voilà, qui serait totalement définitive et irréfutable. Mais non, néanmoins, on ne peut pas abandonner cette exigence à titre d'horizon. Hein. Car si on l'abandonne, bon bah dans ce cas-là, ça sert plus à rien de faire des sciences du tout, hein. Ça sert plus à rien de chercher la vérité. Et donc en fait, ce qu'on appellera la vérité scientifique, c'est une exigence. C'est pas forcément une conquête, qu'on va pouvoir trouver ou qui existerait d'ores et déjà. Hein. La vérité, c'est quelque chose qui est en construction, ce qui ne veut pas dire que ce soit relatif, hein, mais c'est une exigence infinie, c'est une exigence absolue. Et en tant qu'absolu, on se doute bien qu'on la réalisera jamais entièrement, on la réalisera jamais absolument, mais ça n'empêche qu'elle a parfaitement un sens, qu'elle a parfaitement son sens. Je ferai ici un parallèle qui me semble éclairant avec un autre idéal infini, un autre idéal absolu. C'est toujours selon Kant l'idéal, le devoir moral. Je veux dire, il est évident que personne ne pourra jamais suivre entièrement toutes les lois,
tous les devoirs moraux qui s'imposent à nous. Il est évident que l'idéal, comme dit Kant, de sainteté n'appartient pas à cette vie, puisque c'est un idéal absolu, mais cela n'empêche absolument pas que nous fassions tout notre possible pour faire de notre mieux et pour être les meilleurs possibles, hein, pour obéir au maximum au devoir. Bon, eh bien, je crois que dans les sciences, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que peut-être que cet idéal de vérité définitive, on ne le trouvera jamais, mais ça n'est absolument pas une raison pour y renoncer, hein. Au contraire, je veux dire, c'est ce que je pense que tous les scientifiques qui font honnêtement et sincèrement leur recherche, voilà, sont à la fois persuadés qu'ils ne déboucheront jamais, ils ne trouveront jamais, je veux dire, le Graal absolu et définitif du principe absolu de l'univers, je veux dire, celui qu'on avait attribué à Newton, si vous voulez, mais ça n'a jamais empêché personne de chercher, au contraire. Je veux dire, la science, justement, par définition, avance par progrès. Si elle avance par progrès, ça veut dire qu'on ne trouvera jamais l'entièreté de la vérité, mais c'est pas du tout une raison pour y renoncer. Au contraire, hein, au contraire. Tous les arguments contre la vérité scientifique, partant du principe que, vous savez, on ne trouvera jamais la vérité absolue, ces arguments sont des arguments de mauvaise foi. Ce sont des arguments paresseux. Si on les écoutait, on ne commencerait jamais à chercher quoi que ce soit. Bon, donc ce sont des arguments en fait tout à fait captieux qu'il ne faut pas auquel il ne faut pas accorder d'attention. Voilà, dernière remarque, ces considérations me semblent également présenter un autre intérêt majeur, c'est de présenter le terrain scientifique comme un champ d'interrogation. Peut-être pas comme un champ de bataille, comme Kant le reprochait à la métaphysique, vous savez, on en a parlé dans la vidéo numéro 4, mais comme un champ d'interrogation. Il est normal que les savants ne soient pas tous d'accord entre eux. La vérité scientifique, c'est pas le Graal, c'est pas la vérité absolue et définitive, hein. Et donc, voilà, il faut essayer de se consoler du fait que la vérité scientifique, c'est pas un dogme religieux qui serait absolument irréfutable, inquestionnable, indiscutable, hein. Les sciences sont aussi des domaines dans lesquels les chercheurs ne sont pas d'accord, dans lesquels les chercheurs remettent en cause les positions des uns et les positions des autres. Les sciences n'ont pas à être dogmatiques, n'ont pas à être les remplaçants dogmatiques de la théologie ou de la métaphysique, hein. La science est un terrain de conflit, un terrain d'interrogation, c'est tout à fait normal, et cela ne doit pas vous choquer, cela ne doit pas diminuer l'intérêt de la vérité scientifique, ou disons des recherches scientifiques. Et si vous en voulez un exemple, eh bien regardez tout simplement la question, la controverse de la nature de la lumière. C'est une controverse qui est vieille de bientôt un siècle peut-être. Ouais, non, j'exagère un peu, je suis un peu optimiste, mais disons la question de savoir si la lumière est de nature corpusculaire, ou de nature ondulatoire, c'est une question qui n'a toujours pas été tranchée, qui ne sera peut-être jamais, hein. Mais au fond, c'est très bien, c'est ce qui fait que la science demeure fertile, c'est ce qui fait que les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux, hein, et ça n'est pas quelque chose qui doit diminuer la valeur de la science. Au contraire, hein, la controverse, c'est justement ce qui fait que la science est quelque chose de passionnant. Si tout le monde était absolument d'accord, finalement, c'est peut-être pas aussi intéressant. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Et je vous dis donc à bientôt pour un nouveau cycle de vidéos, plus précisément centré sur la philosophie des sciences et sur la méthodologie des découvertes scientifiques. Voilà. Portez-vous bien et à bientôt.